Le concept fondamental qu'on va commencer à aborder maintenant, c'est celui de référentiel inertiel, qu'on appelle aussi galiléen. Il est très important parce que la plupart des principes qu'on va étudier dans les vidéos suivantes ne sont valides, ces principes, que dans des référentiels inertiels. En deux mots, un référentiel inertiel, c'est la manière dont quelqu'un voit les choses quand il va tout droit, sans accélérer ni tourner. Mais on va devoir prendre le temps de préciser sérieusement cette première définition et ses conséquences, sous peine d'être complètement perdu par la suite, quand les choses vont commencer à se compliquer un peu. Le principe de base remonte à Galilée. Il a été précisé davantage par Einstein, qui lui a donné son nom de référentiel inertiel. Galilée a osé contredire Aristote en ce qui concerne les lois du mouvement. De quelle manière? Eh bien, Galilée, comme tous ses contemporains, s'intéressait beaucoup à la trajectoire des boulets de canon. C'était devenu une question très importante depuis que toutes les armées d'Europe avaient commencé à s'en équiper massivement. Avec la physique d'Aristote, on pensait qu'un boulet de canon aurait dû avoir une trajectoire composée de deux morceaux rectilignes. Il aurait dû d'abord aller tout droit, aussi longtemps qu'il aurait eu la force de le faire, en ralentissant progressivement au fur et à mesure qu'il aurait perdu son impétus, c'est-à-dire sa force motrice. Et puis, au bout d'un moment, après avoir épuisé toute sa force motrice, il serait retombé verticalement. Sauf qu'on a très vite vu que c'est pas du tout comme ça que se comportent les boulets de canon. Il fallait donc réviser la physique d'Aristote, et c'est ce que divers savants tentèrent, avec plus ou moins de succès, jusqu'à ce que Galilée rentre en piste. Alors, pour calculer autrement la trajectoire des boulets de canon, il nous faut, avec Galilée, commencer par préciser très soigneusement la question de savoir de quelle manière on observe et on mesure les choses. Et c'est d'ailleurs ce que fera aussi Einstein quelques siècles plus tard, à savoir préciser encore plus soigneusement la manière dont nous observons et mesurons les choses. Pour étudier les lois du mouvement, Galilée prenait comme exemple des bateaux. Einstein, lui, préférait les trains. En ce qui nous concerne, on va utiliser des fusées. Mais dans un premier temps, on va quand même revenir au train, parce qu'aucun d'entre nous, je crois, n'a tellement d'expérience des fusées. En revanche, nous avons tous déjà fait l'expérience suivante. Nous sommes à l'arrêt dans un train, à côté d'un autre train qu'on voit par la fenêtre, lui aussi à l'arrêt. Et puis d'un seul coup, par la fenêtre, on voit l'autre train bouger. Mais est-ce que c'est notre train qui part ou est-ce que c'est l'autre train qui part dans l'autre sens? Tant qu'on ne sent pas les vibrations de notre train, ou au contraire l'absence de vibrations, nous ne savons pas et ça donne une impression un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de le savoir? Bien sûr, on peut regarder de l'autre côté pour voir si la gare semble bouger ou pas. Mais sinon, eh bien, d'après la physique d'Aristote, il y aurait bien un moyen. Il suffirait de lâcher un gobelet et de regarder s'il tombe tout droit vers nos pieds ou pas. Mais ça ne marche pas. On a tous déjà pris le train et on sait bien que même dans un train qui va à 100 km/h, si on lâche un gobelet, il tombera tout droit vers nos pieds. Et si un voyageur de l'autre train fait la même chose, son gobelet à lui tombera aussi tout droit vers ses pieds à lui, et donc en biais par rapport à nous. Mais on a dit tout à l'heure qu'on voulait examiner toutes ces choses vraiment à fond. Alors, continuons un peu, est-ce que c'est si simple que ça? Imaginons par exemple que l'autre train soit un train plateforme. Est-ce que ça marchera encore? La réponse est non, bien sûr. Avec un train plateforme, ça ne marche plus, parce que si l'autre train est en mouvement rapide par rapport au sol, l'autre voyageur ressent ce qu'on appelle le vent apparent, et ce vent va balayer son gobelet s'il le lâche.
Il nous faut donc préciser encore les choses et le mieux pour ça, c'est de partir dans l'espace intergalactique où on n'aura plus de vent, plus de soubresauts des roues qui vibrent en roulant sur les rails, plus de gares et même plus d'étoiles proches. Uniquement l'autre vaisseau spatial et le nôtre. Mais toujours des gobelets. Désormais, plus aucun moyen de savoir lequel de nous deux est en mouvement. Si je lâche mon gobelet, il restera à flotter dans le vide, là où je l'aurai lâché. Et si le pilote de l'autre vaisseau fait pareil avec son gobelet à lui, il se produira la même chose pour lui. Tout ce que je peux savoir, et c'est pareil pour lui, c'est que nos vaisseaux se rapprochent. Nous sommes en mouvement l'un par rapport à l'autre, à une certaine vitesse. Mettons 10 cm par seconde, ce qui semble raisonnable pour deux vaisseaux aussi proches l'un de l'autre et sur le point de se rencontrer. Et nous voici revenus au point critique de notre étude. Comment savoir si c'est lui qui se rapproche de moi à 10 cm par seconde ou si c'est moi qui me rapproche de lui à 10 cm par seconde? La réponse, c'est qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Nous mesurerons tous les deux la même vitesse de rapprochement entre nous. Alors, ça peut sembler évident, mais je sais par expérience qu'il faut insister très très lourdement sur ce point. La vitesse que nous avons relativement l'un par rapport à l'autre, c'est la même pour nous deux. Elle est relative entre nous, en ce sens qu'elle ne concerne que nous deux. Mais nous mesurons bien la même vitesse. Dans le cas contraire, il y aurait un moyen de savoir lequel de nous deux se déplace plus ou moins. Or, il n'existe pas de tel moyen, c'est le principe de base de la relativité galiléenne, il n'y a pas l'un de nous qui bouge plus que l'autre. Si on dit que cette vitesse est relative, c'est parce qu'un troisième observateur, un peu plus loin, ne sera pas nécessairement d'accord avec nous deux. Mais au moins, nous deux, on sera toujours d'accord, et ça va être très précieux par la suite. Parce que je vais dès à présent spoiler un peu la suite. Vous savez sans doute déjà que par la suite, en théorie de la relativité, la pendule de l'autre et ses unités de longueur à lui risquent de se comporter bizarrement. Et c'est tout à fait exact. Seulement, voilà, excusez-moi encore une fois d'insister aussi lourdement, le principe de relativité restera quand même valable, et au final, on étudiera comment plus tard, au final, on sera toujours d'accord, lui comme moi, sur la vitesse à laquelle on se rapproche l'un de l'autre. Alors bien sûr, on pourrait utiliser des unités de mesure différentes. Je pourrais dire par exemple que je me rapproche de lui à 10 cm par seconde, alors que lui dirait qu'il se rapproche de moi à 236 pouces anglais par minute. Mais bon, j'espère qu'on sera bien d'accord que c'est quand même bien la même vitesse, mesurée avec des unités différentes. Dans la prochaine vidéo, on verra ce qui se passe si jamais l'un d'entre nous décide de tourner ou d'accélérer. Alors, à bientôt.